monde. Welcome back, everyone. Alors, bienvenue encore à tout le monde. Comme l'eau pétillante parce que je suis fancy. Et j'espère que vous êtes prêts pour la prochaine session. So we're going to dive straight in. Alors, on y va tout de suite directement. Je dois céder la parole. Céder la parole, oui. Donc, je dois céder la parole au Dr. Olaf Weber, qui est professeur et chercheur de recherche universitaire à l'Université de Waterloo, qui va lancer le débat sur le financement des ODD. Il y a aussi Andrea Dix avec lui, qui est président de Fondation communautaire Canada, et Narinder Dami, directrice exécutive de New Power Labs et qui est associée directrice chez Marigold Capital. Olaf, à vous la parole. Merci, Chouk. J'aimerais être aussi bilingue que vous. Donc, cette première heure de cet après-midi, on va parler d'argent, du besoin d'argent, du pouvoir de l'argent. En ce moment, on suit les nouvelles et le financement climatique, c'est un grand sujet dans les nouvelles. Depuis le sommet de Glasgow et aussi plus récemment avec tout ce qui se passe en Ukraine, on a commencé à parler du système SWIFT, comment le changement dans les circulations financières, ça bouleverse les économies, ça a des effets extrêmement puissants. J'aimerais présenter un peu le sujet dans tous les ODD. C'est clair qu'on a besoin de financement. Il y a toujours de grands chiffres qui circulent. Les Nations unies ont estimé que ce serait 2,5 trillions de dollars, de 5 à 7 trillions de dollars chaque année. Hein, ça demanderait, c'est beaucoup d'argent. La Banque mondiale a estimé que le gouvernement pourrait peut-être fournir entre 50 et 90% de ce financement. Donc, une partie de l'argent vient des États, mais il faut aussi des investissements privés. Et par contre, bon, ça semble beaucoup d'argent, mais quand on regarde certains des grands fonds institutionnels comme le Fonds du patrimoine norvégien ou certains fonds de pension de la Californie, ils ont des actifs d'environ 1 trillion. Alors, évidemment, ils investissent cet argent quelque part et la valeur des actifs financiers mondiaux, c'est 299 trillions. C'est beaucoup d'argent qu'on va pouvoir investir. Il y a des perspectives de croissance. Hein? Même pendant la pandémie, les fonds ont augmenté. Donc, 5 à 7 trillions pour les ODD, ce n'est pas tant que ça, même si c'est beaucoup d'argent. Mais quand on regarde le contexte, ça n'est pas tant que ça. Donc, financer les ODD, ça devrait être possible dans cette optique. Et la question, c'est de savoir comment les ODD peuvent attirer des fonds privés en plus des fonds publics. Alors, c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder au cours de l'heure qui vient. Commençons par une introduction générale. Je vais peut-être commencer par Andrea. Parlez-nous un peu du financement des ODD au Canada. Souvent, c'est considéré comme un objectif international, mais ça a des conséquences nationales aussi. Donc, à quoi ressemble la situation au Canada? D'où vient l'argent? Comment est-ce qu'on s'attaque aux ODD au Canada? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suis chez moi, à Ottawa, sur le territoire non cédé des Nations algonquines Anishinaabe. Si vous ne connaissez pas notre organisme,
la Fondation communautaire du Canada. J'aimerais vous en parler un peu puisque notre travail touche directement les ODD. Notre but, c'est de créer un avenir où tout le monde a sa place. Et on le fait au sein d'un réseau au Canada, un réseau de 250 fondations communautaires avec des partenaires et des individus. On fait ce travail pour réaliser ce rêve, cet objectif. Alors, j'aimerais commencer par faire le point. On est en mars 2022. Je crois qu'on s'entend tous pour dire que 2020 et 2021, c'est des années qui ont été marquées par des courbes d'apprentissage galopantes. Et ça n'est pas fini. La pandémie a mis en lumière des inégalités existantes. C'est très important de reconnaître ce caractère actuel des inégalités. La pandémie a mis à l'épreuve le tissu social. Elle a illustré à quel point les collectivités qui étaient déjà vulnérables ont eu besoin de davantage de ressources. La pandémie a aussi signalé et enclenché des changements nécessaires dans tous les secteurs, dans la grande entreprise, au gouvernement, dans les universitaires, dans le monde de la philanthropie. J'insiste sur la philanthropie parce que nous, c'est pareil. La façon dont nous avons changé depuis 2 ans, la façon dont nous avons fait ces apprentissages dont je parle depuis 2 ans, c'est très marquant. Donc, les observations que je vous communique aujourd'hui sont reliées à la philanthropie et le lien entre la philanthropie et les ODD. Je suis sûr que vous trouverez toutes sortes de parallèles avec votre propre travail. Donc, on nous a parlé de l'écart énorme entre la situation actuelle et la réalisation des ODD dans le calendrier prévu. Je crois qu'on part souvent de l'hypothèse qu'au Canada, on a une abondance de ressources disponibles pour atteindre les ODD. Le problème, en mars 2022, aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on dispose des ressources financières nécessaires, mais de savoir si on a les bonnes priorités. Où va cet argent? Concrètement, est-ce que nous transformons la façon dont les ressources et le pouvoir, parce qu'il faut parler de pouvoir, transformer la façon dont les ressources sont distribuées? Pour aller un peu plus loin, j'aimerais vous parler de reddition de comptes. Dans le monde de la philanthropie, il y a eu une très forte adhésion aux ODD. Par exemple, on utilise les ODD comme instrument de mesure. On a vu récemment à Winnipeg, il y a eu l'examen national des organismes volontaires. C'est le 2e examen de cette sorte, qui est une entreprise de collaboration entre le monde de la philanthropie et la collectivité. C'est une façon pour tout un réseau de collaborateurs comme Centraide et notre fondation pour créer un débat sur la façon dont la ville de Winnipeg se débrouille par rapport aux ODD. Moi aussi, je collabore dans mon réseau, beaucoup de fondations communautaires qui utilisent quelque chose qu'on appelle les signes vitaux. Ils ont recensé leurs signes vitaux. C'est le plus grand programme de statistiques locales et on a relié ça aux ODD. Il y a plus d'une centaine de fondations civiques locales au Canada qui s'engagent dans ce travail, d'autres qui sont très, très engagés déjà et qui utilisent les ODD pour comprendre les besoins de la collectivité, pour mesurer l'efficacité de leurs actions et pour diriger les fonds. Alors, quand j'ai parlé de la circulation des ressources, on voit que nous, les ODD, le débat sur les ODD deviennent un mécanisme d'acheminement des fonds. L'autre chose dont j'aimerais parler, c'est quelque chose qui concerne directement le financement. Il existe beaucoup de fondations qui appuient des résultats reliés aux ODD, que ce soit délibéré ou non. Ça, c'est une autre question et qu'il ne faut pas ignorer. Mais l'octroi de subventions et l'investissement se limitent à une poignée de fondations en matière d'ODD.
Alors, pour vous donner des exemples un peu plus concrets ou des gens qui inscrivent les ODD dans l'heure de travail, il y a de plus en plus de fondations locales qui ont créé des mécanismes de financement axés sur les ODD. Si on est à London, à Montréal et à Victoria, les fondations locales ont mis sur pied des programmes directement reliés aux ODD. C'est une bonne nouvelle, mais on aimerait que cela se généralise pour que les octrois généralisés de toutes les fondations d'ici 2030 puissent être associés à ces objectifs et qu'on puisse recenser la contribution que chacune fait à l'atteinte de ces objectifs. L'autre domaine qui concerne les finances et qui est très prometteur, qui détient beaucoup de potentiel, c'est dans les pratiques d'investissement. Pour vous situer un peu, en ce moment, il y a de plus en plus d'organisations philanthropiques qui s'intéressent très sérieusement à l'investissement social. En même temps, ce sont des sujets dont on discute depuis très longtemps. Et donc, l'adoption, la mise en pratique de ces idées, dans certains cas, c'est lent. Pour prendre l'exemple des fondations communautaires, nous sommes ravis de voir qu'il y a beaucoup de membres de notre réseau qui placent leurs fonds dans l'investissement responsable ou l'investissement socialement engagé, mais beaucoup d'autres ne le font pas. Donc, ce qu'on essaye de le faire, c'est de lancer le débat pour libérer ce potentiel, pour que les actifs placés donnent des résultats constructifs. Au Canada, en ce moment, il y a un règlement obligeant les fondations, qu'elles soient publiques ou privées ou communautaires, qui les oblige à investir au moins 3,5% de leurs actifs. Il y en a qui font beaucoup plus, c'est un minimum, il y en a qui vont bien au-delà. C'est 3,5% de plus de 85 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de potentiel, beaucoup d'argent qu'on pourrait investir dans la réalisation des ODD. Donc, ce qu'il faut, c'est de mobiliser le reste, les 96,5%. Et il faut que nous nous intéressions à cela pour voir si tout cet argent pourrait être investi dans des domaines où il contribue à la réalisation des ODD. Imaginez ce dont on pourrait parler. Ça ne comble pas au total l'écart dont vous avez parlé, mais c'est déjà un grand pas en avant. Je crois que je m'arrêterai là-dessus. Excellent. Les idées que j'ai lancées tout à l'heure sont des points de départ. Bon, Narinder, vous représentez un investisseur privé. Donc, de votre point de vue, comment ça pourrait marcher? Merci beaucoup. Merci, Andrea. Je porte deux chapeaux, en fait. D'abord, le New Power Labs, c'est un groupe de réflexion, un think tank, qui se demande comment améliorer l'équité des flux de capitaux dans tous les domaines, qu'il s'agisse des co-entreprises et des placements classiques. Parce que les groupes de la diversité sont souvent exclus qu'on parle de diversité sexuelle, diversité liée à l'orientation sexuelle, à la race, à la capacité. Donc, il s'agit de faire des recherches et de mettre sur pied des outils de comparaison pour voir comment on peut diversifier les investissements et s'en servir comme moteur de changement. Et mon autre chapeau, c'est que je m'occupe d'un petit fonds de placement qui s'appelle Marigold Capital. Et nous avons une politique de placement axée sur le genre et la responsabilité sociale. Pour revenir à ce qu'a dit Andrea, pour situer le contexte, définir le potentiel, quand on y pense aux ODD,
C'est très utile pour les gens qui veulent mieux diriger leurs fonds, pour comprendre comment ça peut être fait, quels sont les besoins de la collectivité et comment différents types de capitaux peuvent commencer à soutenir l'atteinte des objectifs. Je pense beaucoup à ce qu'on appelle l'investissement responsable en général. Souvent, le vocabulaire est imprécis. On parle d'investissement axé sur les résultats, de SG. Je crois que ça vaut la peine d'en parler un peu parce que chaque type de flux de capitaux a des effets différents et la philanthropie en fait partie. Donc, quand on regarde l'ensemble, ce qui ressemble plus au placement traditionnel, c'est l'intégration ESG. Ça, c'est quand un investisseur tient compte des facteurs ESG, environnement, société, gouvernance. Et à mes yeux, c'est une bonne stratégie, tout simplement. On fait bien ses devoirs quand on tient compte de ces facteurs. Et c'est là où se trouve l'ensemble des capitaux responsables en ce moment, c'est dans l'intégration ESG. Il y a un rapport, je crois, de Bloomberg, disons qu'il y a 35 milliards de dollars, trillions de dollars, par exemple, dans l'ESG en général. Dans l'intégration ESG, c'est 25 milliards. Alors, du côté du rendement, c'est très efficace, mais du côté des résultats, ça dépend. Ensuite, il y a l'investissement socialement responsable. Ça, il y a des triages exclusifs et inclusifs. Par exemple, on n'investit plus dans le pétrole en fonction d'un objectif du climat, ou on investit uniquement dans les entreprises dirigées par des femmes, quand on parle de l'égalité des sexes. Et ça, encore une fois, c'est surtout dans le marché boursier. L'effet a été plus difficile à mesurer. Il reste encore beaucoup d'études à faire là-dessus pour savoir si on atteint ce genre d'objectif dans le cadre de l'investissement socialement responsable avec ces mécanismes de sélection. Il y a des anecdotes intéressantes qui ressortent, ou des études plutôt. Les journalistes qui étudient les entreprises qui s'en sont occupées pour voir si, alors qu'on en est au début de l'investissement ESG, savoir si on est efficace et dans quelle mesure c'est uniquement les apparences. Mais il y a quand même pas mal d'argent dans ce domaine. Ce qui me passionne le plus personnellement, ce qui m'enthousiasme par rapport à l'effet général et aux ODD, c'est dans le marché privé, ce qu'on appelle l'investissement axé sur les résultats et la philanthropie. Dans le marché privé, on voit qu'il y a différents types d'entreprises qui se penchent sur les ODD de façon novatrice, qui offrent des nouveaux services aux collectivités et qui nous permettent de... Et on peut investir un meilleur dans l'avenir en investissant dans ces entreprises-là. C'est ce qu'on fait chez Marigold, entre autres. Et nous avons surtout fait cela en fonction des ODD. En fait, il y a la philanthropie et André en a très bien parlé, c'est un autre domaine où on voit énormément de potentiel pour continuer à poursuivre l'atteinte des ODD. Merci beaucoup. Je crois que c'est très important, comme vous le dites. Il y a le financement axé sur les ESG, l'intégration des ESG, l'investissement socialement responsable. Moi, je dis toujours, ce sont toujours des activités visant à réduire les risques financiers. Et comme je le dis toujours, pour éviter le pire, pas éviter de financer quelque chose qui est vraiment néfaste. Ça s'est énormément répandu et tôt ou tard, tout ça va devenir généralisé parce que c'est de la simple prudence économique. Mais comme vous l'avez aussi signalé, il y a aussi l'effet qui compte, hein? Les investissements axés sur les résultats. À cet égard,
Ce que je pourrais vous poser, peut-être je commencerai par Andrea, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des capitaux classiques. Disons qu'il y a des fonds de pension au Canada qui détiennent énormément de fonds. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des investisseurs qui ne sont pas spécialisés comme Marigold, mais qui ont quand même un objectif général de créer des bénéfices pour leurs membres? Comment on peut les convaincre d'investir dans ces domaines? Alors, Andrea, qu'est-ce que vous en dites? Il y a une chose, en fait, que je peux dire, une chose à laquelle je réfléchis beaucoup. On en parle beaucoup dans le milieu de la philanthropie, notamment, c'est la question de la motivation. Et je crois que c'est un angle pour aborder la question que vous posez. Il y a 3 domaines dans lesquels on discute de motivation en ce moment. Pas nécessairement en ce qui concerne les ODD du côté des placements, mais concernant l'ESG ou la responsabilité sociale, si vous voulez. Donc, il y a des motivations qui ressortent dans les discussions auxquelles je participe, et ce sont souvent les institutions. L'institution philanthropique est intriguée, veut vivre à la hauteur de ses valeurs par l'entremise de ses investissements. On en discute et ensuite on fait un choix sur le plan stratégique, en matière de stratégie d'investissement. Je crois qu'on doit revenir aux stratégies et plus précisément aux critères d'exclusion et d'inclusion qui intéressent beaucoup de monde, mais aussi il y a la question des résultats, c'est un autre sujet très intéressant, mais ça vient des institutions, donc du centre des organisations. Un autre domaine dans lequel il y a beaucoup de discussions à ce sujet, c'est les donateurs. Dans le domaine philanthropique, c'est particulier parce qu'il y a des individus, des familles qui ont des actifs, qui les investissent dans des organismes philanthropiques et qui travaillent avec l'organisation. On discute beaucoup avec les donateurs au sein des organismes philanthropiques qui nous demandent comment est-ce que vous allez investir les actifs qu'on vous confie, comment veillez-vous à ce que ces actifs contribuent au bien et certainement n'augmentent pas les difficultés, n'aggravent pas les problèmes que l'organisme philanthropique essaye de régler. Depuis 5 ans, en tout cas, il y a eu un changement très notable dans l'orientation de ces discussions. Et cela, c'est lié souvent à la démographie des donateurs. L'autre domaine qu'il faut reconnaître, c'est la réglementation. Ça, c'est une motivation. En ce moment, dans certains endroits, on craint qu'on impose un règlement obligeant les gens à investir d'une certaine façon. Moi, je ne m'en inquiète pas, ça ne me fait pas peur. Je crois qu'on est en 2022 et que si on n'investit pas nos actifs dans le cadre d'une stratégie fondée sur nos valeurs, eh bien, peut-être qu'on mérite de se faire imposer une réglementation parce que c'est tout à fait contradictoire de faire le contraire. Mais ça, c'est un grand sujet de discussion au sein des organismes réglementaires, publics ou non, étatiques ou non. On discute beaucoup de stratégies de placement et de savoir si les actifs sont investis à bon escient. Je crois que c'est un élément important à retenir pour savoir comment bien faire circuler l'argent, parce que c'est une question de motivation, que ce soit juste une motivation personnelle, la motivation des donateurs ou la motivation des organismes réglementaires. Je crois que de plus en plus, on va aborder cette question et dans certains cas, on sera peut-être forcé de prendre des décisions. Oui, c'est à notre avantage d'investir à bon escient de toute façon. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, avec une mise en garde, celle soulevée par Norinder, comment établir une stratégie d'investissement veillant
à ce qu'on apporte un changement réel en fonction des ODD, plutôt que parce que la sélection inclusive et exclusive, c'est pour éviter le pire. Narinder est plus au courant que moi, mais c'est pratiquement une illusion si tel est le cas. Est-ce que nous investissons vraiment dans les ODD si on fait cela, ou simplement est-ce qu'on investit de manière à éviter le pire? Narinder, voulez-vous ajouter quelque chose? Comment attirer des investisseurs? Je vais aller dans le même sens. Bon, alors, quel est l'effet recherché, inclusion, exclusion, ODD? Il s'agit de savoir quelle est la clarté du secteur. On a beaucoup de confusion là par rapport à qu'est-ce qui est quoi. Personnellement, je suis convaincu que l'investissement boursier dans les ESG ont leurs limites. Je vais vous donner deux exemples. D'abord, Philip Morris. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une compagnie de cigarettes qui vend 127 milliards de cigarettes chaque année. C'est une entreprise bien cotée au niveau des ESG qui figure dans l'indice Dow Jones. Est-ce que c'est ça le résultat qu'on veut? Est-ce que les investisseurs comprennent vraiment ce que ça veut dire d'investir dans des entreprises qui sont bien cotées sur le plan ESG? Et maintenant, l'autre exemple, l'Europe se demande si l'armement peut être un investissement ESG. Les armes comme actif ESG. Hein? Moi, ça me rend très nerveuse parce que on a de bonnes intentions, on dit qu'il y a énormément de potentiel, mais quand il n'y a pas de clarté par rapport aux résultats positifs, ça devient beaucoup plus difficile. Moi, je suis une partisante d'un sain scepticisme. Il faut bien réfléchir pour qu'on s'améliore, pour que dans 10 ans, on soit sûr que nos investissements donnent des résultats. Donc, mon premier argument, c'est de dire qu'il faut avoir une clarté. C'est 92% de nos actifs sont dans le marché boursier et dans les ESG. Vous n'êtes pas axé sur les résultats. Deuxièmement, la perception des risques. Je crois qu'il y a encore une incompréhension dans la diversité des investissements qu'on peut faire en fonction des résultats. Il y a beaucoup d'hypothèses au sujet des risques. Tout dépend de l'industrie, tout dépend de l'entreprise, tout dépend d'un ensemble de facteurs. Et je crois qu'il y a souvent une tendance à tenir pour acquis que tout ce qui est relié, tout investissement axé sur les résultats est à risque élevé et c'est loin d'être toujours le cas. Et le troisième élément, pour revenir à ce que dit Andrea, c'est les mesures d'encouragement et les motivations. Quand je pense à la philanthropie, plus de 85 milliards de dollars dans des fiducies philanthropiques, qu'est-ce qui arriverait si tout cela était axé sur les résultats? Moi, je travaille dans le domaine boursier, mais quel est le risque si on ne le fait pas? Je crois qu'il y a une espèce de discussion très importante là. Et comment est-ce qu'on peut encourager les gens à le faire davantage? Est-ce que c'est la réglementation? En Nouvelle-Écosse, il y a un crédit fiscal très intéressant à ce sujet. On voulait encourager l'investissement local à l'intérieur de la province et ça a marché. Et les investissements ont énormément augmenté dans la province. Donc, si on veut trouver plus de capitaux, trouvons quels incitatifs on pourrait offrir, peut-être une économie d'impôts. Et un dernier point,
Je crois que comme particulier, nous changeons la façon dont nous consommons, dont nous vivons, et nous sommes plus conscients des problèmes sociaux en général, mais comme individus, du côté du placement, c'est très difficile pour les particuliers de trouver des produits qui ont des résultats. Comment faire pour éliminer ces obstacles pour que plus de Canadiens et de Canadiennes investissent? Aux États-Unis, je crois que 10% sont des particuliers et 90% non. Alors, qu'est-ce qui se passe si on libère plus d'investissements, si on les amène dans l'espace qui nous intéresse? Oui, merci beaucoup. Et on peut revenir au premier argument. Comment est-ce que vous savez que quelque chose a un impact? Quels sont les indicateurs? Quel est le système actuel? Est-ce qu'il y a une manière où on peut dire, bon, cet investissement a un impact? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des manières de déterminer si un investissement a un impact ou non? Alors, je crois que un des problèmes dans la manière dont les rapports sur les critères ESG se font, c'est que ça a trait au rapport des entreprises. Et donc, on s'évalue sur X, Y, Z, sur des petites choses. Même si ça a tendance à s'améliorer. Si je suis par exemple dans le secteur manufacturier et que j'ai un sous-traitant qui utilise du travail forcé ou du travail d'esclaves, est-ce que cela est vraiment évalué? Est-ce que je le sais? Bon, il y a des choses plus simples à identifier. Donc, pour moi, ce qu'il faut, la première chose, c'est de ne pas faire de mal. S'il y a une partie de vos activités qui font du mal et que les autres parties font du bien, c'est difficile de considérer que les deux vont de pair. Donc, quand je regarde, par exemple, Tom Shoes, moi, j'applique toujours le principe de ne pas faire de mal. Et ensuite, il y a des outils pour évaluer l'impact. Et ça dépend de votre thèse. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Parce qu'évidemment, les investisseurs ont différentes thèses, différents points de vue, et ils considèrent que il faut faire X, Y, Z, alors que d'autres considèrent autre chose. Donc, il y a un groupe qui s'appelle le GIN, G-I-N, Global Impact Investing Network, qui regarde les résultats des investissements, et il y a ce qu'on appelle le défi des 2X, de 2X Challenge. Donc, il s'agit de voir si on est efficace dans ses placements et ses investissements, et est-ce qu'il y a une orientation qu'on peut suivre. Alors, je peux vous dire qu'il y a différentes manières et différents outils qu'on peut utiliser pour évaluer un impact, mais ce que je vois, ce qui manque le plus souvent, à mon avis, c'est le potentiel de conséquences négatives des activités, le mal qu'on peut faire. Et j'indique dans le clavardage l'adresse web du réseau GIN. Alors, Andrea, la réponse n'est pas facile, mais comment est-ce que vous mesurez l'impact des placements et des investissements? Oui, je crois que Norinda a donné une très bonne réponse. Moi, je peux dire deux choses. Premièrement, je crois qu'il y a eu des progrès dans la conversation sur la corrélation entre l'impact et les rendements. Et ça, c'est important de reconnaître cela. Il y a 10 ans, quand on parlait de finance sociale ou financement social, et quand on parlait de la philosophie du financement social,
Et on considérait que si on se lançait dans la finance sociale, on n'obtiendrait pas les mêmes rendements que si on investissait sur un marché traditionnel ou par des moyens traditionnels. Et je crois que nous avons fait du bon travail en général de démonter ce mythe parce que effectivement, ce n'est pas le cas. Et il y a donc un élément pour ce qui est de mesurer l'impact, que ça permet aussi de mesurer le rendement. Donc, on peut mesurer les deux. On le fait dans la finance sociale, comme Narinder l'a dit. Et il y a plusieurs manières de parler de l'impact, de mesurer l'impact, et cela pour démonter le mythe associé au rendement financier. Maintenant, la deuxième chose qui est un peu au bord de la question, plutôt qu'au cœur de la question, mais c'est lié à la nature, disons, holistique des investisseurs. Pour moi, en philanthropie, ce sont les institutions avec lesquelles je travaille. Quand on parle d'impact pour arriver aux ODD spécifiquement, les ODD sont une opportunité pour toute la société. Et donc, nous voulons diriger nos investissements vers des pratiques liées aux ODD. Donc, situer les pratiques des institutions en fonction des ODD. Donc, il s'agit de prendre en considération les 17 ODD, la manière dont ils sont liés à votre organisation du point de vue de la gouvernance, du point de vue de l'exploitation, du point de vue du financement que vous injectez dans le monde en général. Et il y a plusieurs exemples que je pourrais donner où l'on voit beaucoup d'efforts pour ce qui est de relever les occasions, de profiter des occasions dans la manière dont on fait affaire. Il y a tout d'abord l'engagement philanthropique canadien pour les changements climatiques. Il s'agit de 45 bailleurs de fonds au Canada qui ont signé, y compris les fondations communautaires du Canada. Et par exemple, un ODD et des objectifs liés aux droits des Autochtones. Donc, les entreprises et les investisseurs évaluent cela. Et il s'agit de voir également les comportements des organisations, que ce soit les voyages, l'utilisation de l'espace physique. Donc, il y a une certaine intersectionnalité pour ce qui est des objectifs. Et dans les changements climatiques, par exemple, nous reconnaissons cette intersectionnalité. Quand il s'agit, par exemple, de parler de l'ODD numéro 5, égalité entre les sexes, le numéro 10, inégalité réduite, quel est le lien avec l'action climatique et l'ODD numéro 13 et comment est-ce qu'on peut lier cela dans nos propres actions en plus de nos investissements. Et un autre exemple pour lequel il est important d'en parler, ce mois-ci en particulier avec la Journée internationale des femmes la semaine dernière, c'est le Fonds d'égalité. Il s'agit d'une organisation avec laquelle les fondations communautaires du Canada sont associées. Il s'agit donc d'une stratégie pour des subventions, pour des investissements et pour travailler avec les gouvernements pour arriver à l'égalité entre les sexes et donc l'ODD numéro 5. Et aux fondations communautaires du Canada, nous avons un programme canadien qui s'appelle les Communautés pour l'égalité des genres, où nous travaillons avec toute une cohorte de fondations communautaires sur une période de 2 ans, et donc un travail qui leur permet de voir comment intégrer l'ODD numéro 5, leur engagement envers cet ODD-là, dans leur travail. Il s'agit donc de changer leur politique d'investissement pour s'assurer qu'ils utilisent un prisme lié au genre dans leurs subventions et dans leurs investissements. Donc, pour ce qui est des investissements dans d'autres organisations, mais également dans leur propre changement institutionnel, pour leur personnel, pour la gouvernance et leurs pratiques de recrutement ou de congés parentaux ou d'égalité salariale.
Donc, tout cela est intégré de manière à ce qu'on prenne les ODD et on les mette en pratique de manière durable, en plus des manières financières d'investir. Merci, c'est très intéressant. Et donc, tout cela est lié à différents ODD. Et donc, question pour Narinder. Quels sont les ODD sur lesquels on voit des investissements d'impact et quels sont les ODD où on a besoin de plus d'investissements, en particulier de la part des investisseurs privés? Oui, c'est une très bonne question. Un domaine, et Andrea l'a dit, où on travaille beaucoup, c'est l'égalité entre les sexes. Il y a un mouvement de financement à cet égard, pas seulement au Canada, mais dans le monde entier également. Je suis au conseil d'administration d'une organisation qui s'appelle CAFED, pour ceux qui veulent investir dans des pays en dehors du Canada, en particulier les marchés émergents. Et l'année dernière, donc, nous avons fait un rapport et nous avons vu que les principales tendances pour les investisseurs canadiens, investisseurs d'impact à l'étranger, portaient de plus en plus sur des investissements avec un prisme d'égalité des genres. Et aussi beaucoup d'investissements pour l'action climatique. Et le profil de risque est un peu différent quand on voit les grands fonds d'investissement d'impact que vous connaissez au Canada. Ils ont tendance à se centrer sur le côté de l'action climatique. Donc, il y a beaucoup de mouvements là. Et puis aussi, bonne santé et bien-être. Là aussi, il y a beaucoup des investissements vers cet ODD. Numérisation, augmentation, accroissement de l'accès. Il y a pas mal de capital qui va vers cela également. Et puis également, énergie propre. Et il y a d'autres éléments où on voit beaucoup d'investissements comme l'énergie propre et l'assainissement. Il y a un fonds qui ne fait qu'investir, par exemple, vers cet ODD. Alors, moi, ce dont je parle beaucoup et là où il faut aller plus loin, c'est la réduction des inégalités. En fait, dans tous les ODD, il faut savoir à qui on donne le capital, à qui on transmet le capital. Est-ce que les récipiendaires reflètent la démographie des communautés? Et je peux vous donner quelques statistiques au Canada pour le paysage de financement. 90% des contrats avec les fonds de capitaux sont allés vers des équipes qui étaient dirigées exclusivement par des hommes. Donc, les Canadiens noirs sont moins capables d'avoir accès à des produits de leurs établissements financiers. Les femmes ont des difficultés d'avoir accès à du capital. Et le pourcentage de philanthropie qui va vers des organisations dirigées par des Noirs est très bas. Et donc, les fondations canadiennes investissent seulement dans des organisations dirigées par des Blancs. Alors, c'est pas seulement, c'est une question d'accès au capital mondial. Qui a le privilège de pouvoir traduire ses idées et ses ambitions en des programmes et des produits et des organisations, des activités? Et donc, là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et ça fait partie du travail que nous faisons. Comment faire que les autres soient plus visibles et qu'on aide ceux qui veulent pouvoir déployer du capital, les aider avec les bons outils et le bon soutien. C'est là que je passe mon temps à y réfléchir et je crois que c'est une bonne occasion, non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger. Et puis, si je peux donner une autre statistique, 90%
des investissements d'impact faits en Afrique sont des investissements pour les expatriés, 10% seulement pour les entrepreneurs africains. Donc là, je crois qu'on peut être plus inclusif. Une question complémentaire de l'auditoire. Comment cela est-il relié à l'évaluation des risques? Il y a certains ODD dans lesquels il faut vraiment investir, mais c'est trop risqué. Voyez-vous des liens à cet égard ou y a-t-il une coupure? Quel est le rôle de l'évaluation des risques? Très bonne question. Et comment évaluer les risques? Comment prendre des décisions aussi? Je crois que c'est très bien documenté maintenant, c'est qu'il y a des préjugés à toutes les étapes du processus d'investissement. On préfère les gens, on fait confiance aux gens qui nous ressemblent, qui ont la même formation que nous, qui parlent comme nous. Et quand on se demande qui détient le pouvoir et qui prend les décisions de financement, on voit très rapidement que les bénéficiaires reflètent les gens qui détiennent le pouvoir de décision. Et c'est donc toujours les mêmes gens qui s'occupent des ODD. Il y a à Harvard, on a publié une étude sur les différences entre hommes et femmes dans les lancements d'entreprises. Et on posait aux femmes plus de questions axées sur l'échec aux femmes, alors qu'aux hommes, on posait des questions axées sur le succès. Et ça, c'est une étude menée au sujet de toutes sortes d'investisseurs pour mesurer le facteur delta. Ce qui m'encourage, c'est qu'on reconnaît au moins l'existence de ce préjugé. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut trouver des solutions. Et, bon, les membres des groupes de la diversité, enfin des groupes qui cherchent l'équité, femmes ou gens des communautés culturelles, il faut changer les débats. Si vous me posez une question axée sur les risques, je vais y répondre et je vais ajouter quelque chose sur les possibilités. Donc, il faut apprendre à réagir à ces malheureux préjugés. Merci beaucoup. Excellente réponse. Et Andrea, maintenant vous. D'après vous, quels sont les ODD dans lesquels la philanthropie doit investir davantage? Est-ce que les choses ont changé depuis le début de la pandémie? Donc, une double question. Mais d'abord, quelle est la priorité? Avant de vous répondre, je voulais réagir à Narinder. Cette idée de changer les bénéficiaires des capitaux, qu'il s'agisse de capitaux investis, de subventions, le genre de choses que nous faisons, en d'autres mots. Je crois que c'est essentiel et on ne peut pas sous-estimer son importance. Et la COVID nous a aidés, en tout cas je l'espère, à changer la situation parce que on a fixé les projecteurs sur la façon dont sur la destination des flux de capitaux et sur les conditions qui mettent entre les mains, enfin la nécessité d'investir dans les gens qui connaissent le mieux les collectivités. Pour nous, le changement local, c'est le changement le plus puissant. Donc, c'est très important dans nos pratiques de placement, dans nos pratiques de subvention, nos pratiques d'embauche, dans toutes les façons dont nous relions aux capitaux par rapport quelles sont les priorités de financement par rapport aux ODD, quel est le potentiel. Je n'ai pas vraiment d'informations pour vous répondre, mais je sais par contre que dans le rapport du SDSN 2021, on a révélé que le Canada n'est en voie d'atteindre qu'un seul
des 17 objectifs de développement durable, celui qui concerne l'éducation. Il y a un classement pour les autres par rapport aux difficultés qui sont reliées à chacun des ODD. C'est important de savoir que pour 8 des objectifs, on est très en retard, y compris l'égalité des sexes, malgré les investissements dont on a parlé. Ça inclut l'action climatique, la vie sur la Terre, sur la vie terrestre et la vie aquatique. Et c'est peut-être un signal indiquant que nous n'envoyons pas l'argent dans les bons ODD. Enfin, peut-être pas. Non, peut-être que ce n'est pas tant qu'on n'investit pas dans les bons ODD et plutôt qu'on a besoin de plus d'argent. Donc, ce n'est pas une question de priorité, c'est une question de moyens. Et franchement, j'ai été très surprise d'apprendre cela. L'ODD 17, les partenariats, j'espérais que tout le monde se classe bien là-dessus et il est clair que non. Alors, il y a énormément de possibilités dans les cas où il s'agit d'actions en plus des investissements. Merci beaucoup. C'est intéressant à entendre, hein? Et un peu inattendu, je dois dire. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis 2 ans à cause de la pandémie par rapport aux besoins reliés aux différents ODD? Je n'ai pas fait de calcul, je n'ai pas de preuves. Je peux vous donner mon point de vue. Je crois que depuis le début de la pandémie, les débats au sujet des ODD dans le milieu de la philanthropie, c'était présent, mais on était dans un tel état de crise que c'est ça qui a pris toute la place. Donc, quand on pense à mars 2022, à aujourd'hui, à un moment où, espérons-le, on va revenir un peu à la normale, que cette pandémie est terminée, on a l'occasion de se réajuster, de réévaluer notre position par rapport aux ODD au Canada, autant du point de vue des résultats ou de l'absence de résultats que du point de vue des placements. Parce qu'on voit que les fonds d'urgence, ça a été énorme, aussi bien du monde privé, du gouvernement, du monde philanthropique, de donateurs privés. Tout cela commence à changer et c'est redirigé vers l'avenir. Et c'est ça qui est une occasion qu'il faut saisir. D'accord. Narendra, du point de vue d'un investisseur privé, est-ce que ce lien entre la pandémie et les ODD, est-ce que il y a des tendances contradictoires ou plutôt complémentaires? Est-ce que c'est néfaste d'investir tout cet argent pour sauver les entreprises ou est-ce que c'est avantageux? Est-ce qu'il y a des liens entre ce financement lié à la pandémie et le financement des ODD? L'une des choses que j'ai constatées lors de mes conversations avec d'autres gestionnaires de fonds, c'est que beaucoup d'entreprises qui ciblaient déjà les ODD ont mieux résisté à la pandémie. On l'a vu à notre petite échelle, dans notre propre portefeuille. Je crois que les gens sont plus conscients depuis 2 ans des besoins. Et je suis d'accord, il n'y a pas assez de capitaux investis, ça c'est clair. Les marchés privés, l'investissement d'impact sont encore dans une certaine zone de confort. Il y a eu un mouvement limité, mais encourageant quand même, pour comprendre qu'il y a de meilleures façons de construire un monde meilleur. Alors, ça commence à se faire. Les capitaux n'ont pas nécessairement suivi du côté de l'investissement d'impact, mais là où il y a un grand changement, et ça, c'est sans précédent, c'est chez les nouveaux gestionnaires de fonds, surtout dans le monde du capital de risque. Il y a une diversité de gestionnaires de fonds, surtout aux États-Unis, qui ont réussi à créer
une nouvelle voie qui soutienne de nouveaux types d'entreprises, qui soutiennent des entreprises dont certaines appuient les ODD, pas toutes, mais c'est encourageant. Et plus on est conscient du fait que la réduction des inégalités est utile, ça va encourager les gens à se demander comment investir dans les bons domaines. Le plus grand risque, c'est le jeu des apparences, ce qu'on appelle le greenwashing. Et c'est là où mon scepticisme se réapparaît. C'est que les possibilités sont énormes si on combine les trois sources de capitaux, le privé, le public et le philanthropique. Merci. Il nous reste quelques minutes. Alors peut-être on pourrait se tourner vers l'espoir. Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'ici 8 ans, disons? Si il nous reste 8 ans avant pour réaliser les ODD, qu'est-ce que vous aimeriez voir du point de vue financier? Qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici 8 ans? Andrea, pour commencer? Oui, il y a deux choses dont j'aimerais vous parler. La première, c'est une répétition, mais s'il faut le répéter et le répéter encore, je crois qu'il faut encourager l'apparition de nouvelles voies de placement pour réussir. Et ça revient à ce que disait Narendra tout à l'heure et moi aussi, c'est-à-dire permettre aux gens qui n'ont pas encore pour le faire de prendre les décisions, leur donner du pouvoir. L'autre chose que j'espère beaucoup, une chose dont on parle beaucoup ici, c'est dans notre organisation, c'est un changement entre les approches graduelles vers des approches interdépendantes et transformationnelles. Et je crois que les ODD nous donnent une plateforme pour y parvenir. Il s'agit de nous, en plus des ressources financières, et je suis encouragé parce que je vois que ça commence et j'espère que ça va se continuer et s'élargir. Narendra, j'espère qu'on aura de meilleures statistiques. Tout ce qu'a dit Andrea, plus de meilleures statistiques pour augmenter la reddition de comptes. Comment savoir si on aide à changer les choses? Comment savoir si les capitaux apportent le changement voulu? Il y a beaucoup de données disponibles, mais elle n'est pas toujours bien compilée, n'est pas toujours accessible. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour augmenter la transparence et la reddition de comptes. Et l'autre chose, c'est que on est tous dans le même bateau et comme Canadiens, on est bloqué parce qu'on est gentil et on s'interdit d'avoir des préjugés, d'être raciste et tout ça. Il y a un psychologue social à York qui parle des approches binaires et qui dit que c'est une approche très dangereuse parce que ça nous empêche de nous améliorer, d'être polarisés. Il faut être meilleur, pas seulement être bon, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration et pour augmenter l'équité. Et comme Canadienne, je trouve que c'est une excellente attitude à adopter pour créer le changement que nous souhaitons. Merci beaucoup, c'était excellent. Je crois qu'on a beaucoup appris au sujet de ce dont on a besoin, au sujet du point où nous en sommes par rapport au financement des ODD. D'une certaine façon, vous l'avez dit toutes les deux, on a besoin de nouvelles démarches, de nouvelles personnes. Et ça, c'est un appel à tous les participants et toutes les participantes qui s'intéressent aux ODD. Depuis 30 ans que je travaille dans ce domaine, le domaine de l'investissement responsable, ce que je trouve très intéressant, c'est que maintenant, ça devient intéressant pour des gens qui sont
motivés, qui s'intéressent vraiment aux ODD. Il y a 15 ans, le financement, ce n'était pas vraiment intéressant pour les écologistes, hein, s'engager, aller étudier en finance ou travailler en finance. Et je crois que c'est bien d'avoir des nouvelles voies et de voir qu'il y a déjà de nouvelles voies, de nouveaux acteurs qui travaillent au changement dans le domaine du financement. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos réflexions. Je crois, oui, on arrive à la fin de notre période. Donc, on va revenir à Chouk. Olaf, André et Narendra. Vraiment, c'était une belle discussion parce que culturellement au Canada, on ne parle pas assez de l'argent. C'est souvent vu comme un sujet tabou. Ceci fait en sorte que c'est facile d'avoir des meilleures compréhensions de l'argent et du financement. Et donc, j'ai trouvé cette discussion enrichissante, en effet, puis absolument nécessaire, en particulier dans les espaces des ODD où on a l'habitude de ne pas assez parler de l'argent et d'où vient de l'argent. Vous avez parlé de l'impact éthique des investissements et l'importance d'être intentionnel dans nos politiques et de financement et l'usage de notre argent, ce que je trouve vraiment juste et nécessaire de considérer. Puis, vous avez également parlé du fait qu'il faut changer la conversation, il faut changer le narratif et par conséquent, changer notre relation avec l'argent et régler le biais intrinsique à l'accès à l'argent. Puis, j'aime la manière qu'on a terminé avec cette idée qu'il n'y a pas juste comme bon et mauvais. There's not just good and bad. Mais il faut reconnaître le fait que même si on souhaite faire de bonnes choses, on est des êtres humains et ça fait en sorte qu'on a des préjugés inconscients, qu'on a besoin de règles aussi qui vont influencer notre comportement et notre manière d'être. Si vous vous rappelez bien, au début de cette conférence d'hier et aujourd'hui, j'ai souligné l'importance d'interroger votre vision du monde et d'interroger vos identités afin de mieux être capable d'accueillir de nouvelles connaissances qui seront partagées à travers cette conférence-là. Et je crois que ça a été très bien résumé par ce panel-là. Donc, merci beaucoup chacun de vous.